Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur la victoire du Barça contre la Real Sociedad en quart de finale. En images cette fois-ci. Analyse, c'est parti. Okay, let's go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça passe les quarts de finale avec assurance, j'ai envie de dire, ouais, voilà, le match était pas parfait. Voilà, j'attendais un petit peu plus, un petit peu plus de buts, mais en soi, en termes de maîtrise, en termes de jeu, tout ça, on a quand même vu un Barça de grande qualité, j'ai envie de dire, même si on sait qu'on n'est pas encore totalement au point, on va dire, mais surtout offensivement. Offensivement, on a quand même eu pas mal de ratés, mais défensivement, on a quand même une équipe, frère, une défense. C'est fou de se dire ça quand même. Quand on regarde il y a quelques années, il y a quelques mois même, il y a quelques semaines, j'en sais rien, quelques semaines peut-être pas, mais quelques mois, où on a eu quand même plus de mal avec notre défense. On avait cette défense-là, cette défense aussi solide et aussi complémentaire, parce que franchement, elle est très complémentaire cette défense, frère. Entre Christensen qui est très propre à la relance, Koundé qui ressemble vachement à Christensen quand même en termes de profil, et un guerrier comme Araujo qui tape, tu es là pour la baston, frère. Araujo, c'est un monstre, frère. Enfin bref. Araujo, voilà, tu es un guerrier. Et Baldé, qui est très offensif comme ça, qui t'apporte une certaine projection dans ce système-là, en plus en 3-4-3, tout ça, quand il monte sur le côté. Et quand même dans les replis défensifs, qui est assez important par sa vitesse et sa puissance, quoi, en fait, tout simplement. Donc on a une défense quand même qui est assez au point. C'est peut-être l'endroit de l'équipe le plus sûr, quand même. La zone, la défense, c'est fou de se dire ça, quand même. C'est assez fou de se dire ça quand on voit notre saison, mais évidemment, quand on voit qu'on a la meilleure défense d'Europe en championnat. Je sais pas si c'est toute compétition confondue, mais en tout cas en championnat, c'est sûr que oui, on a une défense quand même assez costaud. Ouais. Ça fait plaisir. On a un beau milieu aussi, milieu à 4 comme ça. On voit qu'on a quand même une certaine maîtrise, une belle maîtrise avec un milieu comme ça. On peut mettre en plus de ça l'intensité. Je sais pas si on peut mettre une intensité folle comme peuvent le faire certaines équipes anglaises ou le Bayern ou quoi, mais en tout cas, on a quand même un milieu comme ça aussi qui est assez complémentaire avec un Busquets qui est là et qui joue assez simple et qui est là pour gratter les ballons, parce que Busquets il gratte quand même énormément de ballons. Frenkie qui est là pour sa mobilité aussi, sa projection, il redescend, on va le voir en image tout ça, mais il redescend, faire construire un peu, aider à la construction, il se projette vers l'avant dans la surface, tout ça, il fait les appels, c'est assez complémentaire. Et un Gavi aussi qui a un profil un peu plus offensif, qui fait les appels incessants et qui en plus de ça dans le contre-pressing, dans le pressing, la première ligne de pressing on va dire en attaque, qui est toujours là pour y aller. Pedri qui est là, on va dire un peu le côté cérébral du milieu, le Xavi, un peu vite fait, pas au corps forcément, on le sait, mais bon, tu vois le côté un peu construction, tout ça, le jeu de passe, c'est assez complémentaire tout ça et ça fait plaisir. Voilà, maintenant on attaque, il faut un peu plus marquer de but, un peu plus être efficace. C'est bien de la part de Dembélé d'avoir marqué quand même un petit but, c'est beau, ça récompense son match aussi, c'est bien, mais on attend un petit peu plus de buts et ça doit pas venir uniquement des attaquants, ça doit venir regardez Gavi la dernière fois contre le Real Madrid dans le Classico, Gavi il a répondu présent pour un milieu de terrain, voilà, il a fait le taf, plus que le taf même, donc des fois il faut aussi que les milieux essaient de marquer quand même, se procurent des occasions, des fois ils ont la chance de marquer, voilà, ils la saisissent pas assez, je pense. Après, si je dois donner un peu des points négatifs un peu au match d'hier, je dirais que Baldé, je l'attendais un peu plus question offensif. Après, je vais pas me plaindre non plus parce que Baldé, voilà, c'est un jeune joueur qui a énormément de talent, tout ça, on l'a déjà vu dans ses projections, il peut faire souvent très mal, mais hier, voilà, je l'ai senti un peu moins bien, un peu plus hésitant dans ses projections balle au pied. Évidemment, après, c'est son jeu de passe, j'attends toujours plus, mais il va falloir qu'il s'améliore là-dessus parce que vraiment, balle au pied, il peut se projeter. Mais quand il s'agit de faire des passes en profondeur, assez dans le jeu long en fait, tout simplement, où il prend pas assez de risques, il ose pas, il revient vers l'arrière, tout ça, donc ça c'est un point aussi qu'il va falloir travailler. Mais quand on voit comment Araujo déjà s'est amélioré en relance depuis le début de la saison là, avec Xavi, tout ça, je pense que Baldé va pas tarder à s'améliorer, c'est juste qu'il faut qu'il prenne la confiance, qu'il prenne des risques aussi de temps en temps par la passe. Après les points négatifs, il y en a pas pour les titulaires on va dire, d'autres, c'est surtout les remplaçants, Ansu Fati, Rafinha, c'est toujours un peu compliqué, on va pas épiloguer pendant 1000 ans avec eux parce qu'on sait déjà, on a déjà parlé de Milan, tu vois, et puis moi c'est pas trop mon genre d'aller dire un coup Ansu Fati il a été mauvais, bon Ansu Fati il est nul, et puis après il a fait un bon match, ouais Ansu Fati c'est super, non, je reste toujours du même avis qu'il faut lui laisser du temps Ansu Fati, au bout d'un moment il va falloir quand même qu'il y aille parce qu'on va pas lui laisser non plus 10 ans, mais je pense qu'il doit rentrer comme ça en cours de match, là c'était pas évident, bon il a pas fait une bonne rentrée, c'est compliqué, mais un match sur deux c'est mauvais avec Ansu Fati, quand il est titulaire c'est pas fou, des fois il rentre, il fait des
des bonnes rentrées. Donc je sais pas, il faut être patient, on va dire. Mais c'est sûr que c'est inquiétant, on va dire, pour notre attaque, parce que les remplaçants sont clairement pas au niveau des titulaires. Quand on voit Dembélé, regardez le Dembélé, le match qu'il a fait. Alors ok, Dembélé n'est pas toujours décisif et fait pas toujours les bons choix, tout ça, mais Dembélé, regardez la qualité qu'il a, quoi. Il a fait un match assez fou hier. Voilà, on peut dire des fois, on peut se plaindre de Dembélé, mais quand il fait des matchs comme ça, il faut aussi le souligner. Et franchement, si Dembélé faisait tout le temps des matchs comme ça serait fou. Je sais que c'est pas forcément possible parce que voilà, il a tué tout le monde. Genre, ses accélérations, il peut pas cavaler comme ça à 2000 tous les matchs, tous les 3 jours. Mais voilà, hier c'était un grand Dembélé qui a été décisif pour le coup dans un match assez important, même si c'est pas c'est la Real Sociedad. En vrai, on minimise un peu aussi ça peut-être, je pense, peut-être même moi, je sais pas, mais la Real Sociedad est une très bonne équipe qui avait gagné 9 matchs d'affilée en Liga. Bon, après, en toute compétition confondue, ils n'avaient pas gagné contre peut-être que des grosses équipes, mais en attendant, ils avaient gagné les matchs. Et ils prenaient pas beaucoup de buts non plus dans les derniers matchs, ils n'ont pas pris énormément de buts. C'est une très bonne équipe, la Sociedad. Ça joue très bien là depuis quelques matchs. Et on les a quand même très fortement déjà maîtrisés. On les a tenus, on les a anesthésiés, quoi. Même quand ils étaient à 11. Hein. Et oui, on a subi un peu quelques actions, mais quelques occasions, mais en vrai, on les a bien maîtrisés. Pour Rafinha, après, bon, je parle de Ansu Fati, je parle de Rafinha. Rafinha, on va lui laisser le temps aussi, mais voilà, c'est différent parce qu'il a pas la jeunesse d'Ansu Fati. Lui, il revient pas de blessure, il a pas le truc psychologique de se dire que attention, il va peut-être se rechuter, être blessé pendant 1 an, tout ça. Rafinha, il a quand même de l'expérience, il a joué en première ligue, tout ça, mais on attend toujours plus de Rafinha. Après, voilà, il vient d'être transféré, il vient de commencer dans cette nouvelle équipe, faut qu'il s'adapte et tout ça, qu'il se mette en confiance. Mais bon, pareil, au bout d'un moment, je suis patient, mais va falloir monter en niveau parce que là, tu vois, enfin. Moi, je vais pas comparer Rafinha à Dembélé parce que c'est pas du tout. C'est comme si on comparait Dembélé à Ferran Torres, c'est-à-dire c'est pas le même profil. C'est pas le même profil du tout. Dembélé a des qualités que personne d'autre a dans l'équipe. De toute façon, c'est comme vouloir comparer Lewandowski à Ansu Fati d'un coup parce qu'il joue dans l'axe, tu vois, en dessous. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc Dembélé a des qualités que personne d'autre a, sauf peut-être Baldé. Mais bon, il est jeune, mais voilà. Ses qualités de projection comme ça, de puissance, de vitesse, c'est fou. Rafinha n'est pas pareil, mais bon, on peut quand même se permettre d'en attendre quand même un peu plus. Bon, on va passer maintenant à l'analyse début des actions. J'ai sélectionné quand même pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite, on va souligner le travail défensif cette fois-ci. Donc la relance de Koundé. Ça c'est une belle relance. La Sociedad a le ballon dans notre camp. Koundé sert le gars contre la ligne, il le bloque un peu contre la ligne. Busquets et Gavi viennent boucher un peu les angles de passe au milieu. Koundé récupère la balle et regarde directement où se trouve Dembélé, tu vois. Pendant ce temps-là, Dembélé regarde lui où se trouve le gars qui le marque, quoi, qui est à sa gauche, le latéral, et il se prépare déjà à partir en contre-attaque en faisant un peu un pas, plusieurs pas vers l'arrière, tu vois. Et en une passe, Koundé casse le pressing de la Sociedad, il élimine 3-4 joueurs. Dembélé après part pleine balle et finit par une belle frappe enroulée. Au final, il aurait pu donner la balle à Lewandowski peut-être, qui s'était un peu démarqué, qui aurait pu faire un enroulé en lucarne, qui sait. mais on va pas en vouloir à Dembélé, il a tenté. Voilà, souvent on n'ose pas frapper même de loin dehors de la surface. Dembélé, ça lui est déjà arrivé de marquer un but comme ça, je sais plus contre qui, mais c'est pas passé loin en tout cas la frappe, c'était bien tenté. Et merci Koundé pour la relance, c'est magnifique. Maintenant, on passe à Christensen, c'est son tour. La Sociedad a le ballon dans son camp et ils essaient de ressortir le ballon proprement, de construire l'action, quoi. Gavi vient presser le défenseur et empêche une possible passe dans l'axe. Le défenseur essaie de jouer long et d'envoyer Sorloth en profondeur. C'est sans compter Christensen, évidemment, qui était là comme souvent. Il avait tout vu, la passe est de toute façon trop courte, donc il l'intercepte assez facilement. Gavi s'écarte un peu du marquage et scanne derrière lui pour voir où est le joueur. Christensen l'a vu et même Araujo fait signe à Christensen de servir Gavi démarqué. Donc ça veut dire que Araujo, même là, il a vu aussi. Donc Araujo, il a gagné en vista. Je te kiffe, Ronald. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Christensen donc relance directement sur Gavi et casse encore des lignes en relançant donc rapidement aussi. Ils n'ont pas le temps vraiment de se replacer. Qui relance et il casse plusieurs lignes comme ça avec son jeu long. C'est magnifique. C'est magnifique, tout simplement. Ça, c'est pour vous montrer voilà, l'importance d'avoir des défenseurs qui ont une grande qualité de relance dans le jeu long, tout ça. Qui ont la vista et la qualité technique pour relancer. C'est important au Barça et on le voit encore sur cette action, même si ça n'apporte pas une action très dangereuse. Hier, on a beaucoup parlé de Ter Stegen et ses relances. Oui, il en a loupé quand même quelques-unes, ok, mais on peut choisir de retenir ça, le fait qu'il en ait loupé, mais on peut aussi retenir le fait qu'il a fait quand même des bonnes relances en soi. Après, c'est Ter Stegen, il peut pas toujours faire des passes parfaites, on va dire. Donc là, il est placé en 6, limite en mode Pirlo, frère, dans ses plus grandes années. Il voit Dembélé demander le ballon, il l'envoie en profondeur.
profondeur. On passe d'un ballon donc à notre gardien, quoi, qui est sorti de sa surface, à Dembélé qui est dans la surface. Dembélé provoque et sert Lewandowski qui est démarqué en pleine surface. Malheureusement, la frappe de Lewandowski est contrée, voilà, ça va en corner, mais bon, Ter Stegen a quand même un jeu au pied assez exceptionnel. C'est sûr qu'il peut avoir des ratés, comme tout joueur au final, comme tout joueur de champ. Quand c'est Ter Stegen qui rate des ballons, qui rate ses relances, forcément c'est plus dangereux. Ça apporte beaucoup plus de danger parce que on est proche de notre surface et que ça peut faire très mal. Mais voilà, quand tu n'as pas trop de solutions pour jouer court, tu peux aussi avoir des solutions de jeu long et Ter Stegen quand même est plutôt pas mauvais là-dedans. Et Lewandowski aussi souvent aide assez aussi. Exemple cette fois-ci de nos petits problèmes dans les transitions défensives. Bon ici c'est un cas assez particulier parce que c'est un corner en fait, donc forcément on est un peu désorganisé. Donc toute l'équipe est en bordel, désorganisée, et la Sociedad essaie de partir en contre. Lewandowski défend bien sur Kubo, mais la Sociedad donc a toujours le ballon. Pedri, Lewandowski, Frenkie encerclent assez bien, on va dire, Kubo, qui résiste quand même plutôt pas mal, et va trouver le milieu qui est complètement seul. Busquets, à mon avis, bouche l'angle de passe de ce côté-là, mais au final, personne n'est sur le milieu de la Sociedad. Donc Gavi a couvert, lui, le couloir, parce que Baldé était dans l'axe de base. Et voilà, donc avec une passe, on est complètement coupé en deux. On voit au final que Gavi, quand même, qui est côté gauche dans le couloir de Baldé, qui ne sert à rien, parce que Baldé a eu le temps de revenir, les défenseurs centraux ont eu le temps de revenir dans l'axe aussi, donc Baldé a décalé. Bon, après, Christensen sort sur le joueur, et Koundé aussi bouge un peu, sort un peu sur les joueurs. L'action n'amène rien de dangereux au final, mais ce genre d'action, faudra y faire attention quand même. Par exemple contre United, ça sera pas le même délire devant, je pense. Rashford, Bruno Fernandes, ça blague pas trop. Autre action de la Sociedad, perd le ballon au milieu de terrain, Christensen sort bien et tacle. Baldé récupère le ballon mais bafouille. Et il est trop prévisible dans son dribble, il pousse trop le ballon, il fait n'importe quoi, il bafouille un peu, donc la Sociedad intercepte la balle. Frenkie avait compensé l'absence de Koundé en défense, sauf que Koundé, lui, il veut revenir à son poste, ce qui laisse le milieu complètement seul dans l'axe en fait. Frenkie et Gavi viennent presser alors que Koundé lui a repris sa place donc en défense. En un double contact, crochet on va dire intérieur-extérieur du milieu de la Sociedad, il élimine donc Frenkie et Gavi. Koundé sort sur le joueur du coup, mais Kubo en profite pour faire l'appel en profondeur dans le dos et le milieu le sert parfaitement. Kubo a tout le temps d'armer sa frappe et qui vient d'ailleurs s'écraser sur la barre, donc attention, encore une fois une alerte pour notre défense et notre milieu dans les transitions, parce que si on n'arrive pas à se réorganiser comme ça plus rapidement, ça peut faire très mal contre certaines équipes. Sur cette action, on voit l'importance du rôle qu'a Frenkie et le fait d'avoir aussi 4 milieux qui sont aussi complémentaires. Araujo soulève encore une fois sur l'autre, ça c'est gratos, et Busquets récupère la balle et la remet derrière pour Christensen. Christensen sert Frenkie qui vient demander le ballon. Frenkie sert Koundé sur la droite. L'action se prépare un peu le temps que tout le monde se remette en place. Souvent on fait un peu tourner. Pedri fait l'appel dans la profondeur, mais Koundé préfère temporiser. Il la redonne à Busquets en retrait. Frenkie scanne une première fois à droite, puis derrière lui avant de recevoir la balle. Il a l'espace devant lui pour avancer tranquillement. Pour moi, il lâche le ballon trop rapidement pour le coup. D'habitude, autant je dis il garde trop le ballon, mais là il aurait dû monter et attirer un peu, avancer encore un petit peu et attirer au moins un joueur. Mais il préfère servir Pedri. Bref, Pedri sert Dembélé sur le côté, Dembélé est en 1 contre 1 et Frenkie continue sa course vers l'avant. Pedri reste en retrait, au cas où Dembous voudrait lui servir, lui donner si jamais il n'a pas de solution. Lewandowski voit l'appel de Frenkie, donc ralentit sa course et reste à l'entrée de la surface en fait pour pas faire le même appel, hein, ça serait un peu idiot. Frenkie plonge en pleine surface et Ousmane s'ouvre un angle de passe pour lui donner parfaitement, il le sert, c'est un caviar on peut dire. Frenkie s'arrache mais ça passe quand même juste à côté, malheureusement. Cette action montre quand même beaucoup de choses. Premièrement que Frenkie est bien un joueur total en fait, comme je l'ai répété de nombreuses fois ici. Il t'aide à sortir le ballon assez bas au début de l'action, quoi. Au départ de l'action, il t'aide à la construction et il se retrouve à la fin dans la surface, à la fin de l'action, quoi, à essayer de marquer. Donc joueur total. Ça montre aussi par la même occasion que tu dois pas jouer seul en 6 en fait dans un milieu à 3, hein. Ça serait bridé pour moi ses qualités clairement. Quand on voit ce qu'il peut faire en fait, Frenkie, milieu en double pivot, c'est le poste de Frenkie tout simplement. Donc en parlant de 6, petite masterclass de comment sortir un ballon sous la pression assez proprement. Christensen est pressé et sert Frenkie qui est redescendu donc assez bas comme je l'ai dit, comme il aime le faire. Busquets veut aller dans la zone libre, il voit que Kubo l'a vu et qui a dévié un peu sa course sur la droite pour boucher l'angle de passe. Busquets stoppe sa course et scanne donc derrière lui une première fois. Frenkie le sert et Busquets scanne une deuxième fois. Il voit le milieu démarrer son pressing sur lui, donc il sait déjà quoi faire, hein.
Il sait exactement où sont placés tous les joueurs. Pedri, qui était marqué par donc les deux joueurs, devient juste marqué par Zubimendi. Busquets, par un petit râteau des familles, a mis fin à la vie du jeune milieu de terrain. Dommage. Par la même occasion, il s'ouvre un angle de passe, du coup, pour Pedri, qui s'était aussi démarqué, écarté de Zubimendi. Pedri sert Dembélé sur le côté. Enfin bref, après, je vais pas continuer, mais la sortie de balle paraît assez simple, alors qu'il y a quand même un peu de pressing quand même. Encore une fois, on voit l'importance d'avoir Frenkie et Busquets au milieu en double pivot. Ils se complètent parfaitement pour les sorties de balle, c'est magnifique. Dernière action avant le but, j'en parlais avant le match, Lewandowski a les qualités pour jouer en faux neuf, hein, et avec un Pedri ou un Gavi qui sont assez offensifs dans les demi-espaces, on peut jouer sur Lewandowski en point d'appui et il peut jouer en déviation en une touche de balle pour les milieux intérieurs. On voit Frenkie avec le ballon, Lewandowski fait signe à Gavi, donc je sais pas trop ce qu'il lui dit, mais il doit lui dire, à mon avis, il lui fait signe pour lui dire de se préparer, de se placer là, parce que s'il va lui filer le ballon, tu vois. J'imagine. Frenkie sert donc Lewandowski et Gavi est prêt. Lewandowski dévie bien, malheureusement Gavi était hors jeu, donc bref, l'action ne mène à rien, mais bref. Cette action montre aussi toute l'importance d'avoir un gars comme Lewandowski qui quand même parle beaucoup aux joueurs autour de lui en attaque, pour savoir, pour les replacer, pour leur dire où faire les appels, tout ça. Et c'est important, évidemment, c'est crucial, j'ai envie de dire. D'avoir un mec comme Lewandowski, c'est un bijou, tout simplement. Action du but maintenant. Le Barça a le ballon en défense et joue à 11 contre 10 depuis la fin de la première mi-temps. On est en deuxième mi-temps là. La Sociedad a dû s'adapter et joue à 5 derrière, donc avec une ligne de 4 devant la défense, comme Reta fait en fait ce week-end. Donc heureusement pour nous, ils jouent quand même un peu plus haut, ce qui nous donne quand même plus d'espace dans leur dos. Koundé a le ballon sur le côté droit et voit Dembélé faire l'appel. La vitesse d'Ousmane fait quand même toute la différence. Il dépose tout le monde avec sa prise de balle. Il pousse la balle quand même hyper loin en soi, mais le gars va tellement vite et vu qu'il y a personne de toute façon devant lui, tu peux rien faire. Tu peux rien faire sur Dembélé. Lewandowski est seul au second poteau et Dembélé, je pense, l'a vu. Il choisit la frappe en force et nous offre un beau but quand même qui vient récompenser son match. 1-0 et qualification du Barça, c'est magnifique. On va passer maintenant aux questions-réponses sur Instagram. Vous avez été nombreux les gars, je vais sélectionner quelques questions et je vais pas tout prendre parce que cette fois-ci la vidéo va quand même être à mon avis trop longue. Donc on commence par Tristan qui dit on parle très peu du positionnement de De Jong qui se retrouve dans le même positionnement qu'à l'Ajax et bizarrement il est flamboyant, ce système colle super bien à nos milieux car Gavi étant un joueur offensif, de le retrouver en faux ailier, je trouve que son apport est plus important et cohérent. Pareil pour Busquets qui ne se retrouve plus seul dans les transitions défensives effectivement, et Pedri peut se permettre de monter beaucoup plus grâce à De Jong. Bah c'est bien résumé, c'est parfaitement résumé Tristan, on va faire une chaîne YouTube tous les deux, on va parler de tout ça ensemble. Non mais exactement, c'est très clair pour moi, ce milieu à 4 est parfaitement complémentaire déjà, mais en plus de ça, je sais plus, j'ai pas les mots, bordel, j'ai pas les mots pour exprimer ça, j'aurais pas de poésie, désolé les gars, mais ça sublime chaque qualité de chaque joueur, voilà, ça fait ressortir chaque qualité de ces 4 joueurs au milieu quoi en fait, tout simplement. Gavi, il est important par son pressing, son activité, ses appels incessants, donc le fait qu'il joue un peu plus en faux ailier ou un peu plus haut en tout cas, c'est intéressant. Pedri, le fait qu'il y ait Frenkie et Busquets en double pivot, il a pas besoin de redescendre et besoin de vraiment jouer trop bas du coup, même si c'est pas vraiment un problème qu'il joue très bas en soi, mais il peut pas répéter les efforts. Pedri il va se retrouver cramé sinon s'il fait les efforts pour redescendre, pour remonter, il fait les trucs comme ça, il a pas encore le coffre pour ça, même s'il a quand même pas mal d'endurance, mais c'est pas Frenkie en soi, donc le fait qu'il soit plus haut comme ça aussi, ça nous permet d'avoir un mec qui a un cerveau, on va dire, qui voit le jeu, qui a une belle qualité de passe plus haut, proche de la surface, c'est aussi assez important je trouve, et on a un mec comme ça avec Busquets plus bas, donc on a 2 mecs comme ça cérébraux on va dire, dans 2 zones on va dire différentes, et c'est important. C'est important. Frenkie, le fait qu'il y ait Busquets avec lui, qu'il reste en 6, qu'il reste assez bas, on va dire, c'est comme à l'Ajax, c'est exactement, avec un mec qui reste un peu plus bas et Frenkie qui est assez libre et qui peut se projeter soit vers l'avant, soit redescendre vers l'arrière pour aider à la construction, tout ça, donc c'est important. Et Busquets, comme tu dis, il y a plus autant de danger sur Busquets parce qu'il est plus seul. Quand il est seul en point de base, forcément, dans les transitions défensives, s'il se retrouve seul, c'est compliqué. Les milieux intérieurs se jouent plus haut, donc ils doivent faire plus de distance pour parcourir plus de distance pour redescendre, donc forcément c'est plus dangereux. Là avec un Frenkie qui joue assez bas, on va dire un peu plus bas même s'il se projette quand même pas mal, forcément ça aide aussi, et Busquets il est très important. Busquets dans un système comme ça il est fondamental frère. Je sais que ça fait mal au cul, oui, de se dire ça, mais je sais qu'il y en a qui ont quand même la haine sur Busquets, ils veulent qu'il parte tout ça, mais peu importe, là n'est pas la question. En soi le fait d'avoir un profil comme Busquets là c'est hyper important, c'est fondamental en fait, parce que Frenkie n'a pas le profil de Busquets. Frenkie est un joueur total, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut se projeter vers l'avant, vers l'arrière, aider à la construction, il peut être libre comme ça, mais de le laisser seul en 6, ça le bride
en fait. Tu enlèves un peu des qualités, tu vois. Ces qualités qui pourraient de projection, tout ça, et t'es obligé de faire redescendre du coup soit Gavi, soit Pedri, peut-être pour compenser. C'est pas forcément. Je dis pas que Frenkie ne peut pas jouer en 6. Je dis juste que s'il joue seul en 6, eh ben tu verras pas toutes ses qualités. Et les mecs vont commencer à se plaindre. Ah, pourquoi Frenkie se projette pas? Bah frère, t'as voulu qu'il joue en 6. Busquets, il se projette pas dans la surface non plus, frère. Il reste à sa position, tu vois. Et là, en tour de contrôle, tu vois. Et il nous faut un joueur dans ce profil-là. Si on veut continuer avec un milieu à 4, ce qu'on ne jouera. Il y en a plein qui se plaignent, mais qui ont peur, on va dire, on va pas jouer tout le temps avec un milieu à 4. Déjà, on l'a quand même fait pas mal de fois, même à l'époque Guardiola, hein, pour ceux qui connaissent un peu, mais une équipe ne reste pas fixe. Même si on joue en 4-3-3, les gars, on reste pas en 4-3-3 tout le temps. Quand on avait Daniel Alves en latéral droit, les gars, il était pas latéral droit, Daniel Alves, il était ailier droit. Hein. Et Messi rentrait dans l'axe, hein, quand il jouait à droite. Donc bon bref, on va pas refaire l'histoire, mais les 4 milieux se complètent parfaitement et c'est beau. C'est beau, pour l'instant ça marche et vivement la suite. Quand ça sera un peu plus complémentaire et qu'il y aura encore plus d'automatisme. Ensuite, question de Rima, donc, qui dit: est-ce que c'est juste moi ou les commentateurs de l'équipe sont hyper nuls? Alors ça, c'est un petit tacle assassin de la part de Rima, mais pourquoi pas, je peux tacler aussi. Hein. Effectivement, l'équipe ne devrait pas commenter les matchs qu'ils ne connaissent pas, comme ça, ils devraient rester sur le PSG, je sais pas, ils parlent souvent de la Ligue 1, ils devraient rester là-dessus. Je pense que c'est mieux, parce que là, c'est compliqué. À chaque fois qu'on a un match sur l'équipe, c'est assez ridicule quand même. Donc voilà, j'ai pas envie de tacler, voilà, parce que voilà, c'est l'équipe, bon, je vais pas faire le gars comme si moi-même je connaissais mieux le football qu'eux, ce n'est pas le cas. Mais ça se voit quand même qu'ils connaissent pas forcément le Barça, pas forcément le jeu espagnol en fait. Et là, ils se retrouvent à commenter des matchs qu'ils connaissent pas trop, voilà, on dirait qu'ils regardent pas les matchs en fait quand ils commentent. Donc c'est comme si t'as des gars qui connaissent un peu le foot, forcément, mais qui commandent des matchs, ils n'ont pas l'habitude de voir, ils vont dire des trucs, ah ouais, lui il est bon en ce moment, peut-être pas, tu vois, et non, pas forcément, enfin bref, ils disent n'importe quoi. Il y a une équipe féminine de volley, je crois, à la mi-temps qui a montré son trophée, ils ont dit c'est l'équipe de foot féminine du Barça. Non frère, t'aurais vu Aitana, t'aurais vu des joueuses un peu qui sont connues, qui sont nominées au Ballon d'Or, t'aurais vu Alexia, tout ça, et ils te sortent, c'est les joueuses de foot féminines, non, c'est des joueuses de volley, frère. Enfin, tu vois, ils connaissent pas vraiment, ils maîtrisent pas forcément leur sujet, donc bon, devraient rester sur le Vendée Globe. Ryu le sang ensuite qui dit: un vrai régal ce match et Kessié a besoin de continuité, donc samedi titulaire. Ouais, j'aimerais bien le voir titulaire Kessié en Liga. Titulaire en Coupe d'Espagne contre une Division 3, c'est cool. Après il rentre, il a fait une bonne rentrée, voilà, donc j'aimerais bien le voir. Là il y a Girone ce week-end et je crois que mercredi ou en milieu de semaine prochaine c'est le Betis. Donc je sais que contre le Betis, les gars, je pense que ça va être l'équipe type, celle qu'on a vue hier. Donc ça serait bien que Kessié soit titulaire. On fait tourner un petit peu. Kessié il a fait une bonne rentrée, j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit dans mon débrief à chaud hier. J'espère le voir un peu avoir de la continuité, quoi, et qu'il continue à monter en puissance parce qu'il peut être utile. Je l'ai dit, de toute façon, c'est un profil différent. S'il arrive à s'adapter au jeu du Barça et qu'il commence à s'adapter à ses coéquipiers, à trouver ses repères et tout sur le terrain, ça peut être intéressant d'avoir un profil comme ça, évidemment. Maintenant, c'est aussi, comme je l'ai dit, on a besoin des remplaçants qui soient au niveau pour pas cramer nos titulaires. Et en attaque, c'est le gros problème qu'on a, et c'est bien au milieu. Si déjà Kessié est pas mauvais, si Pablo Torre arrive à se mettre en confiance aussi un petit peu et à jouer un peu plus, ça serait pas mal. En défense, faudrait que Garcia aussi, je crois que j'ai eu une question sur Garcia, mais je sais plus où elle est. Mais Garcia aussi, ça serait bien qu'il revienne un petit peu. Même Jordi Alba, qui a été revenu au niveau pour être la doublure, ou alors, tu vois, tourner avec Baldé, c'est aussi intéressant. Roberto, le fait qu'il soit bien aussi, peut faire souffler Koundé, tu vois, de temps en temps, donc c'est bien. Franchement, c'est bien. Maintenant, il faut que l'attaque il revienne au niveau, parce que là, ça va pas. Ensuite, on a Zemanika qui dit: Nico Gonzalez n'a rien à envier à Zubimendi, Ruben Neves et autres, pourtant on l'a oublié. Non, je pense pas qu'on l'a oublié, Nico Gonzalez. Après, il est parti en prêt, il joue pas souvent avec Valence, en plus de ça, en ce moment, il est blessé. Mais Nico Gonzalez n'a pas du tout le même profil que Zubimendi, par exemple. Pour moi, c'est pas comparable, c'est comme comparer Frenkie à Busquets, tu vois. Pour moi, Nico, il est plus dans le profil de Frenkie, mais un peu moins offensif, peut-être, avec moins de qualité, moins de vitesse, moins de qualité technique pour faire des projections un peu chaloupées. Mais Nico Gonzalez, oui, il va revenir. Pour moi, il doit revenir l'été prochain, forcément, et être en doublure de Frenkie peut être intéressant. Et moi, je veux voir Zubimendi au Barça, où il remplace Busquets. Parce que, ok, hier, il y en a beaucoup qui ont critiqué un peu Zubimendi sur les réseaux, c'est un peu facile, son équipe, ils ont pas touché le ballon. Mais un mec comme Zubimendi, franchement, à la place de Busquets, si Busquets part forcément cet été, ça peut faire beaucoup de bien. Un double pivot Zubimendi, Frenkie, là, avec Pedri, Gavi devant, ou même imaginer Pedri et Bernardo Silva, bon, on rêve un petit peu, mais frère, ça serait un milieu, frère, c'est n'importe quoi, c'est hyper complémentaire en fait. Donc moi, je kiffe. Nico Gonzalez, oui, mais par contre, moi, j'ai pas oublié Nico, faut qu'il revienne l'été prochain, hein, et le remettre un peu dans les bonnes conditions. Ensuite, question de P2O
Point hello. Pensez-vous que Dembouz a franchi un cap sous Xavi? Oui, je pense. Après, je sais pas si tu me vous vois, frère, mais tu peux me tutoyer. Mais ouais, je pense que Dembélé, il a passé un cap. Hein. Depuis son mariage et depuis Xavi, forcément, il a passé un cap dans son jeu. Déjà, le fait qu'il se blesse plus, bon, ça, c'était un peu avec Koeman aussi. Mais c'est bien, c'est bien pour lui. Il a compris un peu l'exigence que retire le Barça, en fait. Et le fait que Xavi, il aime beaucoup tout ça, il l'a mis en confiance. Et Dembélé, je pense qu'il marche à la fête aussi. C'est coach, ça a été comme ça. Il était très proche de Tuchel là, à Dortmund, qui marchait un peu comme ça, qui félicitait, qui était très proche de Dembélé. C'est pour ça qu'il aimait bien le coach et qu'il était à l'aise. Et là, Xavi a fait pareil, tu vois. Valverde, on peut pas dire qu'il était très chaleureux avec ses joueurs, tu vois. Donc voilà, mais Dembélé marche à mon avis à la fête. Et il y a des joueurs comme ça qui marchent à la fête. Du coup, ça fonctionne très bien. Ensuite, on a Enzo qui dit: j'ai du mal à être satisfait de Lewandowski depuis son arrivée. Est-ce un bon plan pour le futur? Je sais pas. Hein. Je sais. Tu dois être un des seuls, je pense, à ne pas être satisfait de Lewandowski. Moi, je suis assez satisfait. C'est un buteur assez exceptionnel. Voilà. Après, il y a des matchs où il marque pas, les gars, mais c'est comme dire à l'époque, tu sais, quand Messi marquait pas pendant un match, c'était bizarre. T'sais. Et t'as tous les médias qui disaient: oh, Messi n'a pas marqué. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais Messi, il met 50 buts par saison. Et Lewandowski, c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va mettre 40 buts dans la saison, 40 ou 50 buts. On se dirige tranquillement là-dessus. On arrive à mi-saison, il a plus de 20 buts. Donc, il va finir la saison, si tout se passe bien, avec une bonne quarantaine de buts. Je pense qu'on va pas s'en priver. Hein. Quand on voit que le meilleur buteur la saison dernière, c'était Memphis avec 12 buts, je crois. Ou Aubameyang, peut-être qu'il avait rattrapé avec en 6 mois, qui avait marqué un peu moins de 15 buts, peut-être. Je sais plus exactement. Je pense qu'on peut pas se plaindre. Et puis Lewandowski, c'est plus que des buts. Mesté ou une but, frère. C'est aussi dans le jeu, il est hyper intelligent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il aide à placer les joueurs qui sont autour. Par son expérience, tout ça, il aide les jeunes joueurs. Enfin, c'est vraiment du bonus, tout ça. Et moi, je suis très satisfait de Lewandowski. Très, très satisfait. Ensuite, on a Ousmane qui dit: que penses-tu du duo Dembouz-Koundé? Je pense que c'est un très bon duo qui marche très bien. Les deux s'entendent, forcément, ils sont français. C'est souvent ce qu'on voit. Il y a des petits clans dans les clubs. Après, c'est quelque chose de normal, on va dire. T'as un clan quand même assez nordique, j'ai envie de dire, avec Lewandowski, Ter Stegen, Frenkie et Christensen, qui s'entendent très bien. C'est une question de culture aussi. Question de culture, forcément. Ter Stegen, il est allemand. Lewandowski, bon, il est polonais, mais il a joué en Allemagne. Christensen, danois, voilà. Frenkie, hollandais. C'est des cultures qui se ressemblent, on va dire, un petit peu plus qu'avec les Espagnols, par exemple, qui n'ont pas la même culture. Et tu vois le groupe un peu espagnol qui s'entend quand même un peu plus. T'as les groupes souvent sud-américains, avec avant Messi, Suarez, soit Neymar, tout ça. Et t'as forcément c'est pas un clan français, parce que bon, il y a que deux joueurs, mais en soi, même Kessié, tu vois, qui est francophone aussi, tu vois, qui reste quand même pas mal avec Koundé, avec Dembélé. Souvent, ça parle de clan et que c'est pas bien, mais moi, je trouve quand même que c'est bien. Il faut trouver des mecs qui te ressemblent en termes de culture, on va dire, pour te mettre à l'aise et pour te fondre dans le collectif. On voit aussi Dembélé qui est quand même très proche avec Gavi et Pedri, par exemple, surtout Gavi, je crois, et même Frenkie, tu vois, par exemple, ils s'entendent très bien sur le terrain et tout ça, mais après, ils ont pas forcément la même culture, donc pas la même, mais bon, bref, on va pas partir là-dedans. Mais la connexion Koundé-Dembélé, elle marche très bien. Voilà, ils commencent à jouer en plus en équipe de France ensemble, et tu vois que ça s'entend bien sur le terrain. Tu vois qu'ils se trouvent assez facilement, comme je l'ai montré tout à l'heure dans la passe de Koundé qui casse les lignes là de pressing pour Dembélé. Les deux s'entendent très bien en dehors et sur le terrain, et c'est parfait. C'est parfait tout simplement. Donc ça a un bel avenir, j'ai envie de dire, cette connexion. Ensuite, on a Ryan Mounir qui dit: j'ai rêvé cette nuit d'un Dembélé avec un niveau constant, tu y crois? J'aimerais bien y croire, franchement, j'aimerais bien. C'est possible après, c'est possible. On a quand même un bon Dembélé cette saison qui est assez décisif, même si parfois il a des moments de creux où il est pas décisif pendant plusieurs matchs. C'est ça qu'on attend. On a un Dembélé quand même assez souvent bon. Les seules fois où Dembélé a du mal dans les matchs, mais c'est pareil pour le Barça, c'est contre les équipes qui jouent bloc bas, très regroupés, à 5 derrière. Regardez Getafe, 5 derrière, une ligne de 4 devant. Donc Dembélé était pris à 2 à chaque fois. Il avait pas beaucoup d'espace aussi. Et Dembélé, il lui faut de l'espace pour se projeter. Si t'as des équipes qui jouent bas et que lui il part, il commence à démarrer son action, Dembélé, son accélération, où il est quasiment dans la surface, c'est pas un mec qui va dribbler dans les petits espaces, c'est pas Neymar, c'est pas Messi, tu vois. Eux, ils pouvaient faire des différences contre des blocs bas parce qu'ils avaient la qualité technique pour voilà. Dembélé, il lui faut de la place, il lui faut de l'espace devant lui, beaucoup d'espace, et là il fume n'importe qui. Donc contre des équipes qui jouent un peu plus au ballon, ça marche mieux. Maintenant, il doit être constant dans les passes et dans les dribbles, mais dans les buts, pardon. Mais c'est le cas depuis Xavi quand même. Depuis Xavi, il s'est vraiment amélioré et devient quand même beaucoup plus décisif, Dembélé. Après, il faut qu'il fasse toujours plus, on en demande toujours plus, mais c'est la dure loi du football.
Dernière question de William qui dit: penses-tu que Xavi a trouvé son 11 type jusqu'à la fin de la saison? On en avait parlé il y a pas longtemps et je pense que oui, clairement c'est le 11 type, cette équipe là. Je pense que c'est avec ce 11 là, c'est avec ce 11 qu'on a le plus de maîtrise. Des joueurs ils sont hyper complémentaires en fait. On a un Baldé qui peut jouer latéral gauche mais qui est tellement offensif et tellement intéressant dans ses projections, dans ses percussions sur le côté, qui joue la plupart du temps ailier. On a 3 défenseurs qui sont hyper complémentaires, qui sont quand même assez rapides, très bons dans l'anticipation. On a un Araujo qui est là pour sauver les meubles si jamais Koundé et Christensen ne sont pas assez rapides ou pas assez puissants. On a Araujo qui vient te dégommer derrière, frère. Araujo est une machine, voilà, est un mur en fait. T'as un double mur, frère. T'as un double mur parce que Christensen, Koundé, Araujo c'est un mur, et après t'as Ter Stegen en plus de ça qui revient à son niveau. Donc déjà les 3 défenseurs sont complémentaires parce que ça allie puissance, vitesse et qualité de relance, ce qui est totalement parfait en fait pour le Barça, j'ai envie de dire, parce qu'on joue haut, donc on a besoin de défenseurs qui sont assez rapides et assez puissants pour anéantir, on va dire, les contre-attaques qu'on peut subir. Et ensuite, vu qu'on joue haut, on a besoin de défenseurs qui font la différence par les passes, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on a, donc c'est parfait. Au milieu de terrain comme ça, les 4, j'en ai déjà parlé suffisamment longtemps, mais c'est très complémentaire et ça marche très bien. Et puis après, on a un Dembélé qui est Dembélé, ça devrait être un bonus, tu vois, en soi. Je dis pas que... Parce qu'on a souvent entendu ça, c'est qu'on joue surtout... Notre atout principal, c'est Dembélé. Faut que ça tout passe par Dembélé. Mais moi, je pense que ça devrait être l'inverse, tu vois. Que tout passe par le milieu, qui est très complémentaire et qui peut faire des différences par la passe ou par le dribble, avec un Frenkie qui peut se projeter, Gavi aussi qui est assez intéressant dans le dribble, qui ose de plus en plus, un Pedri aussi qui est très bon techniquement. On devrait faire ça en fait. On devrait un peu écarter dans nos relances depuis la défense, passer par le milieu et attirer les joueurs, tu vois. Et une fois qu'on a traversé le milieu, on a cassé quelques lignes, tu l'envoies sur Dembélé, et là Dembélé fait la différence avec sa vitesse, sa technique, et il finit avec un centre sur Lewandowski qui a une finition plutôt bonne, hein, j'ai envie de dire, Lewandowski quoi. Donc voilà, on a quand même une équipe, un 11 quand même assez complémentaire là, c'est très bien. Maintenant faut que tout le monde monte en puissance, et mine de rien les gars, cette équipe type là qu'on a, on l'a pas depuis longtemps déjà en soi. On l'avait testé déjà en début de saison, tout ça marchait pas très bien parce que les joueurs avaient manqué d'automatisme, ils comprenaient pas bien peut-être le placement, les déplacements, la compensation de chacun aussi. Quand Frenkie doit monter, il faut qu'il y ait un mec qui compense derrière, qui peut-être Gavi qui descend ou quoi, tu vois, qui prenne sa place au cas où pour les contres. Enfin voilà, faut qu'il y ait des compensations comme ça, des mouvements de chaque joueur. Faut qu'il y ait beaucoup de mouvements au milieu, tout ça aussi. Mais cette équipe type, on l'a pas depuis longtemps. Elle a pas encore beaucoup joué de matchs tous ensemble. Et quand ça sera le cas, ça peut faire beaucoup plus mal que ça, je pense. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis, on se retrouve demain pour l'avant-match de ce week-end contre Girona. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.